Olá, eu sou o Renato, do jornal A Voz dos Dacos. Sou webmaster do jornal online, evidentemente, e também sou produtor de conteúdos para o jornal. Estou aqui hoje na galeria, Galeria da Montra, que é aqui em Caxias. Vou fazer uma pequena conversa com o artista Christian Lefebvre, que teve a sua exposição, essa exposição que vocês estão vendo algumas peças, patente aqui até o dia 4. Então o Christian aceitou o meu convite para essa pequena conversa e eu vou então falar com ele sobre aspectos gerais da arte, da vida dele e etc. Espero que vocês gostem. Christian, je veux te remercier pour accepter mon invitation pour cette conversation. C'est aussi un plaisir pour moi d'échanger et d'être ici. Merci, Christian. Bon, je commence pour vous demander qui est Christian? Qui je suis? Je suis déjà quelqu'un de 65 ans. J'ai fait de la sculpture et du dessin à partir de l'âge de 17, 14, 15, 16, 17 ans. Et j'ai travaillé dans mon atelier pour créer un univers personnel, mais j'ai également créé des pièces pour l'extérieur, pour l'architecture, pour des fontaines, des décorations dans le bâtiment. J'ai aussi été impliqué dans la gestion d'une galerie associative à Paris, des plus anciennes. Et parallèlement à tout ça, j'ai été enseignant parce que la vie d'artiste, c'est compliqué en France. Je voudrais vous demander quel moment tu réalisais que tu étais un artiste? Alors, est-ce qu'on réalise? Quand j'avais 14-15 ans, j'ai commencé à faire des petites sculptures en bois avec des gouges. Et puis, j'étais lycéen bien sûr, j'ai continué à faire des sculptures, 15, 16 ans, 17 ans, et arrivé vers 17-18 ans, je commençais à ne plus beaucoup supporter le cadre scolaire. Et j'ai pris des cours de dessin, beaucoup de cours de dessin. Et c'est pendant cette année-là que tout a basculé. J'ai décidé de m'orienter vers les beaux-arts et de de faire des sculptures et des dessins. C'est à partir de 17-18 ans que ça a basculé. Au départ, c'était une occupation, une activité, et au fur et à mesure, cette activité a pris plus d'importance dans ma tête. La scolarité, l'école devenait pour moi plus pénible à supporter, donc le choix s'est fait à peu près à ce moment-là. Les artistes ont un très grand défi. Ce que je veux dire, c'est de vous demander, c'est quand tu commençais à vivre de ton art. J'imagine qu'il a commencé, je ne gagnais pas grand chose, j'imagine. Comment s'est passé le parcours d'être un amateur comment est-ce qu'on dit, initiant? Oui, un amateur initié. À un artiste qui vit de son art? Ça c'est une question extrêmement difficile parce que beaucoup d'artistes, entre guillemets professionnels, ne vivent pas de leurs arts. Alors, beaucoup. Même des artistes qui ont une renommée. Beaucoup d'artistes connus ont été professeurs à l'école des beaux-arts, professeurs dans des écoles d'art. Parce que même s'ils avaient des ventes et des commandes, ça donnait une sécurité. Alors, quelle est la frontière entre l'amateur et le professionnel? Elle est de plus en plus floue. Comment? Elle est de plus en plus floue. La frontière est assez délicate. On peut
se dire professionnel quand on respecte une structure économique. Ok. Payer la TVA, s'inscrire à la sécurité sociale, etc. Donc là, on a tous les attributs du professionnel. Mais on est en fin de compte des professionnels déficitaires. Oui. Voilà. L'amateur, il peut produire aussi d'excellentes choses, mais il ne va pas prendre la sécurité sociale, il ne va pas demander de prendre une assurance spéciale. Donc la frontière est assez mince, elle peut être structurelle à l'économie, administrative, entre guillemets. Okay. Parce qu'en fin de compte, la vraie différence, ça veut dire j'en vis ou je n'en vis pas. Mais ça se déplace, c'est pas toujours ça. Quand et comment s'établit ta connexion ou ta relation avec Portugal? Dans ma relation au Portugal, il y a mon épouse qui est portugaise. Ça fait déjà combien de temps? 32, 33 ans. 33 ans, oui. Donc je viens au Portugal depuis 33 ans et je n'ai pas été fichu d'apprendre beaucoup de mots. Si, des cartes de restaurant, ça j'arrive à les lire. Donc oui, je viens au Portugal, on a beaucoup sillonné le Portugal. On a fait beaucoup d'îles de l'Atlantique aussi du Portugal, Madère, Açores, et des anciennes colonies, le Cap-Vert. Donc le monde portugais, oui, est rentré chez moi grâce à ma femme. On a même été à Goma, Cochim-Goa, les langues portugaises. C'est une histoire très familiale, très amoureuse. Vous avez une maison ici, non? Oui. Sa épouse est née ici? Non, elle est née au nord, dans le conseil de Penedono, dans un village qui s'appelle Bozelgaj. Et elle est venue à l'âge de 15 ans en France. Elle a fait ses études et est devenue professeure. Ok. Une autre chose que j'ai la curiosité, c'est de comprendre ou apercevoir le point de vue d'artistes sur leur art. Je pense qu'il y a au moins trois perspectives. La perspective de l'auteur, de l'artiste, la perspective de ceux qui le voient et qui achètent ton art, ou non, et la perspective de la propre œuvre. Peux-tu me parler un peu de ces trois aspects. Alors, pour moi, parce que je ne vais pas parler au nom des artistes, il n'y a pas d'artiste type emblématique. Pour moi, il y a une certaine nécessité à faire ce que je fais. Andy Warhol. Tu sentais dedans toi la nécessité de faire. La nécessité de faire. Andy Warhol disait, l'art, c'est une bonne occupation. C'est une bonne indication, mais c'est aussi une nécessité. C'est-à-dire qu'on en fait parce que, quelque part, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la vie n'a pas beaucoup de sens si on ne pratique pas, si on ne produit pas. Voilà. C'est une question de survie. Oui, c'est ça, c'est une question de survie. Alors, ça paraît très grandiloquent, mais qu'est-ce qui me pousse à continuer à produire? Cette nécessité, sinon je pourrais arrêter. J'ai des amis qui ont arrêté, parce qu'ils ne vendaient pas, parce qu'ils ne trouvaient plus assez de sens, parce qu'ils n'arrivaient pas à se renouveler, ils ont arrêté complètement. Non, c'est quelque chose d'assez fort. Tu te réveilles avec la nécessité de produire tous les jours. Pas tous les jours, non, mais bon, très souvent. Oui, très motivé. Très souvent.
comme disait Andy Warhol, ça occupe. Ça occupe beaucoup. Oui. Alors, ça occupe pas obligatoirement dans la joie. Il ne faut pas penser qu'on est, que c'est merveilleux. Non, il y a beaucoup de douleur, il y a de la souffrance, il y a de l'angoisse, énormément d'angoisse. Jusqu'à arriver à voir l'œuvre et il peut y penser, c'est prêt. Oui, mais l'œuvre la plus importante, c'est celle que je ferai demain. Oui. Celle que j'ai faite hier, elle est faite. Elle va vivre sa vie. Oui. Elle vit sa vie. Et de point de vue de ce que voit. Alors, donc, je fais une œuvre. J'ai des intentions. Ceci dit, mes intentions, l'œuvre, c'est pas un rébus, c'est pas une devinette. C'est-à-dire que le spectateur va y mettre ses propres interrogations. Je dirais qu'une œuvre, c'est une architecture de questions. C'est un questionnement continu. C'est pas une réponse. La réponse, c'est le spectateur qui va la donner. Oui. La différence, je me suis beaucoup intéressé entre art et science. Le scientifique pose des questions, mais il cherche des réponses. Moi, je ne cherche pas de réponse, je ne fais que poser des questions. Oui. La réponse, c'est le spectateur qui va la donner, qui va mettre dans l'œuvre ce qu'il a en lui. Pourquoi certains artistes? Je pense à Jérôme Bosch. Jérôme Bosch était un artiste qui était très philosophe, qui pensait aux sociétés secrètes, qui était très symbolique. Ces symboles, je ne suis plus capable de les découvrir, sauf si je m'intéresse à la culture. Mais je suis toujours sensible à la peinture de Jérôme Bosch. Ça veut dire que malgré l'intention de l'artiste, l'œuvre est toujours capable de produire des questions chez le spectateur. Et là, sa vie propre. Oui. L'œuvre. Ah là, ça fait complètement. Même il y a des œuvres. C'est comme un fils. Ah oui, non. Je ne peux pas dire que c'est comme un fils parce que les œuvres ne sont pas mes enfants. C'est pas mes enfants, les œuvres. C'est une production, mais pas mes enfants. Et je pense à une œuvre. Ton art est libre. Depuis que le fait, elle est libre. Complètement. Complètement libre d'aller dans le regard des gens et soumettre des interrogations, des réponses. Penses-tu que l'essence de l'art, c'est l'interrogation? C'est provoquer, c'est laisser les spectateurs malaisés, provoquer, ça provoque faire récupérer des choses qu'il n'imaginait. Oui, qui était dans sa tête. C'est le réveil. Il se révèle un peu. Je dis pas que se révèle l'œuvre à lui-même. Ça permet de se donner des réponses à sa propre vie, au monde qui l'entoure. Je ne suis pas comme Beuys, un chaman. Non, je ne suis pas. J'ai mes interrogations, je pose mes interrogations, j'ai mes propres. Et à moi-même, et après, mes œuvres sont aussi le support de ces interrogations. Mais après, ces interrogations, elles peuvent être lues d'une manière très très différente par tous les spectateurs. Une chose que je veux connaître ton opinion. Je pense que l'humanisme, c'est le concept qui résume tout le grand valeur de la vie. Le terme humanisme, pour moi, signifie ça. Penses-tu que l'art a un rôle fondamental dans la construction de l'humanisme? Oui, alors elle a un rôle fondamental de l'humain, c'est sûr, parce que entre la main pariétale mise sur un rocher, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art? Entre les dessins, par exemple ceux de Fauchecourt, et
une Madone ou un tableau de harpe, oui, il y a toujours une pratique de ça. Il ne répondait pas aux mêmes nécessités. C'est pas tout à fait la même chose. Oui. Mais à un moment donné, on est toujours dans la même pratique, même si l'objectif a bougé de millénaire en millénaire. Ah, oui. Ça fait partie de l'humanité. De l'humanité. D'ailleurs, il n'y a pas de... Bien qu'il est se mettre vertical. Oui, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas Parce qu'il y a le dessin de Lascaux, le dessin dans les grottes de pierre. Oui, déjà tout ça. C'était une nécessité de communiquer quelque chose de plus. Cette manifestation. On ne sait pas quel est le rôle de l'art à cette époque-là. On peut mettre que des hypothèses. Si on regarde les sociétés, je dirais, traditionnelles, lorsqu'en Afrique ou en Amazonie on fait une tête, le symbole, et même plus que le symbole, il est la représentation d'un esprit. D'ailleurs, même dans la messe, à un moment donné, Augustine, le Christ est là. Donc c'est plus un symbole, c'est une réalité. Pour un croyant, le Christ est là. Donc l'art a été le support de cette humanité, de cette idéologie toujours. Et même quand on a un art politique, il démontre quelque chose, il est sur une moralité. L'art est très multiple, et de plus en plus multiple. Il a toujours été, il n'a pas répondu aux mêmes nécessités. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art? Je vais te poser une question humble, très humble. Qu'est-ce que l'art? Que fait la différence quand je vois un carré nègre et ces carrés nègres peints? C'est l'art ou c'est pas l'art? Qu'est-ce que fait que cette sculpture, que cet dessin soit ou ne soit pas art? Alors, si on prend la réponse de Duchamp, l'art, c'est l'artiste qui décide. C'est une décision d'artiste. Quand il a mis son urinoir dans le musée, il a décidé que le urinoir était une œuvre d'art, puisqu'il avait choisi, lui, un artiste. Bon, c'est une position. Bon, c'est la sienne, c'était maintenant une position historique. L'art, c'est une activité humaine qui... C'est l'intention. C'est l'intention. C'est l'intention. C'est l'intention. Parce que je peux peindre un carré de n'importe quelle couleur, simplement pour le faire. Mais quand je prends la décision objective de voir un carré et le peindre à rouge ou quelque couleur que ce soit, s'il y a une intention au derrière, c'est l'intention de l'artiste. Et même, il y a des artistes qui ont considéré que le seul sujet de l'art, c'était eux-mêmes. Le seul sujet. Donc, ils se sont coupés avec des lames de rasoir, c'est ce qu'on appelait le body art dans les années 70. Donc, on a. Là, ce sont les visions les plus radicales. Au XVIIe siècle, l'art, c'était de faire des madones et des Christ. Donc, il était très lié à la religion. Et même, il y avait donc une hiérarchie entre les artistes extrêmement sévère. C'est-à-dire que les artistes les plus cotés, c'était les peintres d'histoire. Ceux qui étaient moins cotés, c'était les paysagistes, tous ceux qui faisaient des natures mortes. Donc, il y avait plusieurs catégories de peintres. Et il fallait rentrer dans la guilde et passer une sorte de contrôle, d'examen de qualité. Donc là, c'est quelque chose d'assez vaste. Beaucoup de choses deviennent là.
Alors après, elle suppose de L'être humain, c'est une œuvre d'art. Oui, C'est un certain point. Alors après, la qualité, oui, c'est encore autre chose. Mais la qualité, c'est relatif, non? C'est relatif. C'est relatif sans être relatif, c'est-à-dire que l'histoire, pourtant, tout sélectionne quand même ce qu'il y a mieux. L'art représente l'esprit du temps. Ah, complètement. Il représente l'esprit du temps, ou les ruptures. Parfois, c'est aussi les ruptures. Du temps. Ce sont les deux, c'est-à-dire que la rupture à une époque revient dans le cursus de l'art et est intégré dans l'art. C'est-à-dire ce qui était en opposition est réinvesti par l'art et par le marché. À propos des marchés, je pensais à l'art comme une marchandise. Le marché s'approprie de l'art et fait de l'art une marchandise. C'est une marchandise. Ça ne te dérange pas, par exemple? Non, c'est une marchandise. Non, c'est une marchandise, c'est pas sacré. De toute façon, quand je vais sortir, je vais aller manger, il va falloir que je paye le repas, il faut bien que je trouve des moyens de subsistance. C'est une marchandise. À la finale, nous devons vivre, manger. Il fait partie. Il y a des gens qui nécessitent de mettre de l'art dans chez eux pour refléter sa culture et tout cela. Il y a beaucoup d'autres valeurs autour des autres. Ah ben oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui achètent des œuvres comme ils vont acheter une Bentley, c'est-à-dire pour montrer qu'ils ont de l'argent. Oui, ça, mais des auteurs l'art parce que le précis, le comprendre. Pas toujours. C'est une marchandise. Parfois, on va acheter un tableau, à mettre dans un coffre-fort parce que c'est un investissement, c'est une marchandise. C'est étrange le mécanisme des valeurs de l'art, d'attribuer un valeur. C'est étrange, mais si on revient il y a quelques siècles au XVIe, les oignons de tulipe en Belgique valaient une fortune. Il y a eu une spéculation sur les oignons de tulipe qui ont des fortunes qui se sont faites et défaites à cause de l'oignon de tulipe. Donc les œuvres, certaines atteignent des sommes faramineuses, énormes, parce que le marché a décidé de valoriser un certain nombre d'œuvres qui, aux yeux du plus grand nombre, ont un intérêt historique certain, ont apporté quelque chose dans la lecture des œuvres, qu'on a donné de l'argent. Après, il y en a beaucoup d'autres qui ressemblent un peu et qui n'ont pas eu ce label. Comment est-ce qu'on dit antigamente? Autrefois, nous avons, je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même chose, nous avons le mécénat. Le mécénat. Aujourd'hui, le papier, le rôle de mécénat, parfois c'est de l'État, c'est des institutions publiques qui font l'investissement en artiste et qui achètent ces œuvres pour appuyer les artistes et aussi pour exposer ça ouvre à plus de gens. Aujourd'hui, c'est le même qu'autrefois où ça s'est changé. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. Ce ne sont pas les mêmes acteurs. Autrefois, l'Église achetait énormément d'œuvres. Aujourd'hui, l'Église a déjà ses œuvres, donc elle n'achète plus.
Donc aujourd'hui, on a de grands industriels, je pense à Pinault en France, qui achètent énormément d'œuvres, qui font des musées, qui font des fondations, ce qui leur permet déjà de payer moins d'impôts, mais aussi de faire, de donner de la publicité à leur nom, à leur groupe. Donc il y a toujours ce désir de retour sur investissement. Et puis au niveau national, quand le prix des œuvres des artistes dépend aussi beaucoup de la puissance économique du pays dont ils sont issus. Les œuvres d'un certain nombre de Chinois atteignent des sommes énormes parce que les Chinois soutiennent leurs artistes. Parce que c'est ce qu'on appelle le soft power. Une manière de donner, de mettre leur impact sur le monde. Donc les prix aussi, surtout pour les artistes contemporains, je ne pense pas pour un Léonard de Vinci, qui, bon, quand il y en a, on trouve tous les musées, mais c'est le plus riche qui l'emporte. Hein. Donc bon, c'est pas lié à la valeur de Léonard de Vinci, c'est lié aussi à la volonté d'institutions ou de privés qui veulent la pièce parce qu'ils montrent leur pouvoir. C'est une démonstration du pouvoir. C'est une démonstration du pouvoir. Arriver à un certain seuil. Après, on peut acheter de l'art comme on achète un livre, c'est-à-dire parce qu'on aime ça. Alors, ce n'est pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes prix, ce n'est pas les mêmes réseaux, mais les deux existent. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de vivre avec une œuvre, mais on n'a pas envie de dépenser une fortune dedans pour l'achat. C'est vrai. Comme veux-tu la urban art et la digital art? C'est naturellement des arts liés à leur époque. L'urban art, c'est quelque chose qui refusait les institutions. Donc ils ont été faire dans la rue, mettre leur art à la portée de tous. C'était aussi une manière de contester le pouvoir en place. Ceci dit, quand on voit les prix qu'atteignent les Bansky, les artistes, un certain nombre d'artistes ont été récupérés. L'art digital, c'est aussi un outil, c'est-à-dire qu'on crée avec un crayon, on crée avec un écran et un logiciel. Pas vraiment de différence. Au fond, c'est la même chose, c'est la même l'intention, la provocation. C'est de la provocation, c'est une manière de... Puis, ça a été aussi, pour des communautés, une manière de s'exprimer, parce qu'ils n'avaient pas le droit à ils n'avaient pas accès à cet art, entre guillemets, dominant. Donc, ils avaient accès à la bombe, ils utilisaient la bombe. Connais-tu Bordalo? Bordalo. Alors, je connais un Bordalo, mais Bordalo Pinheiro, le céramiste. Il y a deux. Je ne connais pas le deuxième, je connais ce que c'est. Je connais le deux. J'aime cette question parce que, comme je fais cette chose-là, je me rappelle immédiatement de Bordalo 2, qui fait une recueil de plastique, comment est-ce qu'on dit, riches, des poubelles, oui. Des poubelles. Il fait de l'art. Il fait de l'art. Il a fantastique que quand je arrive bien proche de l'œuvre, je découvre mettre des matériaux, des choses qui sont jetées au tout est récupérable, tout est utilisable. Je vois, il y avait, je crois, il y a quelques années, les Chinois écrivaient avec des poubelles de bocage de souris. Oui, c'est ça. Oui. Il y avait un grand chat, oui, je vois tout à fait. Oui, là, au milieu de la poubelle. C'est très réussi, c'est très réussi. Au Brésil, il y avait un graffeur qui faisait dans les écoutes de graphie.
c'est une manifestation. Et il a trouvé une manière de s'individualiser, plus secret. Sur la même nécessité, non? Je pense que je crois pas qu'il est là. C'est le son de l'artiste. Oui, il y a beaucoup de. Je ne pense pas qu'il y ait une différence. Ouais. Après, on utilise d'autres moyens, chacun utilise un moyen différent. Penses-tu que l'art peut être un remède à médecine? Non. Non. Je pense que l'art. Mais symbolique et qu'il aide certains traitements. Bien sûr que ça peut aider, naturellement. L'art peut aider, mais la natation aussi. Ah ouais. C'est pas une médecine en soi, ça peut aider. Mais c'est pas conçu comme tel. Mais ça peut avoir des. Au Brésil, à São Paulo, nous avions un habitant de la rue. Comment est-ce qu'on dit en français? Ceux qui vivent à la rue. Bah, ceux qui vivent dans la rue. C'est très bien. Ceux qui vivent dans la rue. Il était fou, mais il faisait art tous les jours. Et à un certain moment, ils ont détruit toute son art. Il y a un artiste brésilien qui s'appelle Marisa Monti, qui a composé une musique. Pour ce monsieur-là, il commençait, ils ont tout comment est-ce qu'on dit, apagar, nettoyer. Ils ont tout nettoyé. Il y avait beaucoup de manifestations de l'art de ce monsieur-là. Ils ont peint des grilles. Fantastique. C'était une manifestation fantastique d'art. Il y a le pouvoir public. Il dit non, ça devait être une couleur. Il existe encore beaucoup de résistance à l'art. Il y a beaucoup de censure, oui, il y a beaucoup de censure. Parfois, oui, beaucoup de censure. Il y a de la censure, mais pas partout. Quelquefois, quand il y a beaucoup de productions artistiques, elles sont dérangeantes. C'est-à-dire que quel que soit ce qui existe, ça dérange tout, puisqu'il y en a d'autres qui sont noyés dans la quantité. Parfois, on laisse les choses, parce que ça n'a aucune importance, c'est pas vu, mais c'est très peu vu. Je me rappelle, Julie me racontait, mon épouse, à l'époque du fascisme, le journal était épais comme ça. Et il y avait tellement de nouvelles que bon, tout s'annulait, même s'il y avait quelque chose d'un peu critique, on ne le voyait pas tellement il y avait de nouvelles. Christian, je pense que notre conversation s'est déroulée. Bon. J'espère, évidemment, oui. Je ne suis pas un journaliste, donc je veux faire mon effort un peu plus pour améliorer mon français et pour améliorer mes questions. Les questions étaient très pertinentes. C'était pas des questions. Je vous remercie une fois encore. Merci beaucoup. Je vous demandais d'adresser un mot aux personnes qui voient ces vidéos, cette grabation. Si vous pouvez, si tu peux regarder la caméra et faire ce que tu veux. D'accord. Bon, ben je vous engage à venir voir cette exposition, à venir voir mon travail. Vous appréciez ou pas, vous aurez vu, et la confrontation de vos regards et de mes œuvres sera toujours
très bénéfique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Que bem. Agora, terminamos a nossa aqui conversa com o Cristiano. Espero que vocês gostem do que nós fizemos aqui e voltaremos em outras oportunidades com outros artistas e, quem sabe, novamente com o Cristiano. Cristiano, muito obrigado. Merci beaucoup. Merci beaucoup.